La plupart des faits relatés ici se passent dans le Pas-de-Calais et plus particulièrement en Goële autour de Lens-Liévin. En voici deux panoramas avec à la partie inférieure une vue prise du même point pendant la Grande Guerre et en 1967. Le paysage s'est bien banalisé. Au début de la Grande Guerre, cette région est déjà marquée par l'exploitation du charbon. Le bassin minier est divisé en une vingtaine de compagnies qui s'étendent de Anquin-les-Mines à Leforest. Dès le mois de septembre 1914, les Uhlans font des incursions en Artois et voici une carte postale allemande qui montre l'un d'entre eux découvrant les mines de Courrières. « Je connais l'endroit, dit-il. J'y ai sauvé, avec une équipe de sauvetage allemande, des camarades français d'une mine en feu, et maintenant cette nation nous attaque. » Début octobre, c'est la fuite de la population de la Goële. Le 5, les Allemands occupent Lens, Liévin, Lorette. Le 9, ils occupent Los-en-Goële et le 12, Vermelles. Une ligne de front qui ne changera guère jusqu'en 1916. Comme on le voit, cette ligne partage la compagnie de Liévin en deux et passe entre celles de Béthune et de Lens. Les compagnies les plus touchées par la guerre sont celles de Liévin, Lens, Meurchin, Courrières et Drocourt, toutes sous occupation allemande. Des deux côtés, et sauf à proximité immédiate du front, des mineurs français requis travaillent dans des conditions devenues encore plus dangereuses avec la guerre. Les puits de mines sont des cibles de choix pour les artilleries, car ils sont la principale source d'énergie, mais aussi à cause de leurs chevalets, excellents postes d'observation. Leurs stocks de bois, utiles pour la confection des tranchées et d'abris, sont détruits par des obus incendiaires. Les Allemands procèdent aussi au dynamitage des fosses, en particulier avant de les abandonner lors des offensives alliées. Mais ils utilisent aussi une méthode de sabotage plus simple qui consiste à interrompre le fonctionnement des pompes. L'ennoyage des galeries rendra l'exploitation de ces mines impossible pendant des années. Les Français ont repris Vermelles fin 1914 et c'est le 25 septembre 1915 que les Britanniques lancent leur grande offensive vers l'Oss et la côte 70. Un des obstacles qu'ils rencontrent est le Crassier Double et ses redoutables nids de mitrailleuses. Le voici, tel qu'à l'époque, vu du terri du 5 de Béthune. Sur cette carte ancienne, nous avons comme repère la côte 70 teintée de mauve, et le croisement des Ragogneux au pied du Crassier Double. Ici, les deux terris du 11-9 que l'on peut visiter actuellement. Le même secteur, vu du haut de ce site. Et ici, deux autres cartes montrant les phases de l'offensive britannique, celle de gauche est britannique, celle de droite allemande. L'importance stratégique du Crassier Double y apparaît clairement. Sur place, actuellement, il n'est pas rare de retrouver au sol des restes de munitions qui témoignent encore de la violence des combats, comme des culots d'obus ou des shrapnels que nous ramassions par dizaines lorsque nous étions enfants. Voici à quoi ressemblait le flanc du Crassier Double. Une autre photo qui semble aussi prise au Crassier Double, avec une interprétation possible. Une vue actuelle, prise sous le même angle, le terri du 5 de Béthune n'existe plus. Lorsque l'on regarde le croisement des Ragogneux depuis le sud, on croit voir un creux, une cuvette en avant de ce croisement. Cette partie creuse n'existait pas sur cette carte britannique, le sol était en pente régulière. Mais si on reporte les courbes de niveaux actuelles sur cette carte ancienne, on s'aperçoit qu'il existe bien deux cuvettes de part et d'autre du chemin qui mène au croisement. On connaît bien dans la région ces affaissements miniers qui sont dus à l'effondrement du toit des galeries et des chantiers abandonnés. Mais pourquoi cet affaissement en deux parties ? Si on reporte sur la carte la limite des concessions de Lens et Béthune, on voit que cette ligne sépare les deux cuvettes. C'est le long de cette limite que les mineurs s'abstenaient d'extraire le charbon pour éviter toute contestation ultérieure entre les compagnies. Le sol de la Goële porte donc encore, et sans doute pour longtemps, le souvenir de la Grande Guerre, mais aussi celui du temps des mines de charbon.
En 1914, Marie-Catherine a 32 ans et habite Givenchy en Goële. Angélina a 35 ans et habite Liévin. 2 communes qui feront partie de la zone rouge, c'est-à-dire qui seront détruites à 100%. Pendant ces 4 années de guerre, Marie et Angélina sont séparées de leurs époux mobilisés et doivent protéger seuls leurs enfants. Destin qui fut celui de la plupart des femmes de mineurs de la Goële. Voici Angélina avec 3 de ses 5 enfants âgés de 2 ans à 13 ans en 1914. À l'époque, elle habite rue du Switch, un coron de la cité de la Plaine. Au premier jour d'octobre, Angélina se décide à quitter la Plaine et suivre les cohortes de réfugiés avec toute sa famille. Mais au bout de quelques kilomètres, elle réalise que dans la panique, elle a oublié sa chèvre qui lui donne le lait nécessaire aux enfants. Elle fait alors demi-tour, mais c'est trop tard. Les Allemands sont là et vont interdire aux habitants de sortir de chez eux. Les artilleurs français ne sont pas loin et les bombardements commencent. Le coron de la Plaine est particulièrement exposé aux obus. On se réfugie pendant des heures dans la cave. Il faut bientôt abandonner la maison en ruine et en trouver une autre, plus proche du centre de Liévin. Par précaution, les vieux mineurs creusent des communications entre les caves des corons pour pouvoir sauver les occupants, parfois prisonniers, d'une maison écroulée. Pendant les accalmies, on peut encore trouver un peu de nourriture dans les commerces qui fonctionnent encore, mais aussi dans les potagers abandonnés ou auprès de soldats allemands compatissants. Mais la guerre fait rage. Léon, un des enfants d'Angélina, est légèrement blessé par un éclat d'obus. Pendant un autre bombardement, Hortense, sa sœur, est ensevelie sous des gravats, mais un courageux soldat allemand qui a vu la scène la dégage à temps. Les 2 enfants seront soignés par Marie Liétard, pour qui les Liévinois élèveront après la guerre une stèle encore visible au cimetière sud. On souffre de la faim, mais au bout de plusieurs mois, une aide alimentaire internationale est organisée dans les cités occupées. Les bombardements continuent, de plus en plus violents, et la famille doit encore changer de refuge. C'est alors que les Allemands décident d'évacuer la population de Liévin. La gare de Lens étant détruite, il faut se rendre à celle de Billy-Montigny. Comme bagage, on a droit à un ballot porté sur le dos. La famille est de toute façon complètement démunie. On quitte les mines jusqu'en Belgique, où le petit groupe s'installe dans une pièce à peu près nue. La nourriture se fait de plus en plus rare, mais une amie d'Angélina a heureusement réussi à se faire embaucher comme bonne dans un manoir des environs. Et c'est la fête lorsqu'elle arrive, soulève son coton pour dénouer ses bas de pantalon où elle a caché quelques pommes de terre. Le voyage en train reprend enfin avec une attente interminable à la frontière suisse et une traversée de la France en direction de l'Aréole. Une dame charitable y a organisé un repas d'accueil avec des artichauts en entrée. Mais les enfants d'Angélina n'ont jamais vu d'artichaut et s'évertuent à mâcher la totalité des feuilles devant une hôtesse scandalisée. Un logement au bord de la Garonne est attribué à la famille et c'est là qu'on évite de peu un nouveau drame. Le dernier né, Ernest, est tombé à l'eau et il est en train de se noyer. Mais une lavandière parvient in extremis à accrocher l'enfant avec la gaffe qu'elle utilisait habituellement pour récupérer le linge parti à la dérive. Et c'est en 1918 qu'Angélina retrouve son mari, requis comme mineur aux mines de Bruay depuis 1915. À l'automne 1914, Marie-Catherine est enceinte et elle a déjà 7 enfants, âgés de 1 an à 13 ans. Elle quitte Givenchy à temps et s'enfuit vers l'ouest avec sa mère et ses enfants. Lors d'un arrêt au bord de la route, l'aîné, Octave, parti chercher du pain, est séparé de sa famille. Il est alors recueilli par des soldats français qui l'habillent en soldat et en font un temps leur mascotte, rêve de bien des jeunes Français à l'époque. Le voyage continue jusqu'à la côte où l'on embarque dans un petit paquebot réquisitionné, sans doute le Ceylan. Après une traversée pénible pour cause de mauvais temps, on arrive enfin à destination, la Vendée.
et plus précisément à Belleville-sur-Vie, où la famille va passer le reste de la guerre. Peu de temps après cette arrivée, le dernier né, André, décède. Et Marie accouche 3 mois plus tard d'un nouveau fils. Marie et ses enfants avaient gardé un bon souvenir de ces quelques années passées à Belleville. Et il en reste quelques photos d'amis vendéens. Revenu de captivité en 1918, le père retrouvera sa famille et son métier de mineur à Anquin-les-Mines. Beaucoup de puits de mines du Pas-de-Calais ont été détruits pendant la Grande Guerre. Nous allons en voir une vingtaine en privilégiant celles dont nous avons des images de destruction. La fosse numéro 1 de Béthune, située à Bully-les-Mines. La fosse numéro 1 de la compagnie de Lens, située à Lens. La fosse numéro 1 de Liévin, située à Liévin. La fosse 1 d'Austrécourt, située à Oigny. La fosse 2 des mines de Drocourt, située à Rouvroy. La fosse numéro 2 de Lens, située à Lens. Le 3 de Liévin, situé à Helleu-d'Illoët. Le 4 de Lens, situé à Lens. Le 4 de Liévin, situé à Avion. Le 4 des mines de Neu, situé à Hersin-Coupigny. Le 5 de Lens, situé à Avion. Le 5 des mines de Liévin, à Calonne-Liévin. Le 6 de Courrières, situé à Fouquières. Le 6 de Liévin, à Angres. Après quelques années à Anquin et Bruay, c'est dans cette fosse que les époux et les fils de Marie-Catherine et Angélina firent l'essentiel de leur carrière de mineurs. Hommage à eux et à tous nos ancêtres mineurs, si tendres, si gais et si courageux, qui partaient à la fosse comme on part à la guerre.